Merci tout d'abord pour me permettre de pouvoir faire cette présentation aujourd'hui. Alors, je devais la faire avec Florence Eustache, qui est professeure en médecine de la reproduction et qui est la responsable du centre du service où je travaille. Donc moi, pour me présenter, je suis psychologue, clinicien, je suis docteur aussi en psychologie. J'ai Enfin, j'interviens à la fois dans un centre, enfin, dans deux centres de biologie de la reproduction, donc sur la Valence, euh, donc CECOS, qui est le centre d'études et de conservation des œufs et du sperme. Je vais revenir dessus. Et puis j'ai également une autre partie de mon activité à la Pitié-Salpêtrière, précisément dans le service des collègues qui ont présenté tout à l'heure. Et donc dans ce cadre, euh, moi et le service participe de la plateforme Trajectoire Trans qui vous a été présentée. Alors, dans cette présentation, ce que je propose de vous présenter, c'est la façon dont nous, alors d'abord à Paris, en région parisienne, puisque l'un des centres où j'exerce n'est pas dans Paris, mais en banlieue parisienne, et plus globalement à l'échelle nationale du territoire de la France, la question de la possibilité, des possibilités de conservation de gamètes en se centrant davantage sur la dimension des adolescents, adolescentes et des jeunes adultes trans, non binaires, et comment est-ce qu'on a pu un petit peu faire, enfin, avancer autour de ces questions-là dans notre contexte plus spécifique en France, qui diffère un petit peu du vôtre au Canada, comme il vous l'a été présenté. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, alors, euh, en France, donc c'est vrai uniquement pour les sécos, donc les sécos qui sont des centres dont les activités sont spécifiquement autour du don de gamètes et de tout ce qui va concerner la préservation de la fertilité. Donc, ce sont vraiment les deux éléments spécifiques de ces centres qui sont, pour aujourd'hui, alors il y a des discussions pour faire évoluer les choses, mais au jour d'aujourd'hui, ces activités ne relèvent uniquement que du service euh, public et non pas du privé. Dans ce cadre, les prises en charge sont prises à 100% par l'assurance santé française. Et donc, ces centres ont été créés au début des années 70 avec la volonté, pour faire un peu vite, avec la volonté de pouvoir tenter d'avoir une certaine homogénéisation des offres de soins sur le territoire et donc d'avoir la possibilité, avec l'idée déjà au début des années 70 d'un certain nombre de questions que pouvait soulever la dimension du don de gamètes, c'était principalement le don de gamètes à l'époque, des questions qui pouvaient être soulevées. Et donc, les centres ont été, en plus de la structuration autour de l'hôpital, ont constitué un réseau associatif de professionnels de santé qui s'appelle donc la Fédération des sécos. Si vous tapez sécos sur Internet, vous allez tomber très vite sur la Fédération des sécos, qui a pour objectif à la fois de tenter de tendre vers une homogénéisation des pratiques et des offres de soins et de pouvoir aussi avoir des espaces de réflexion, de discussion, d'élaboration autour des questions qui leur sont adressées. Donc, plus spécifiquement sur la question de la préservation de la fertilité, ce qui encadre la préservation de la fertilité en France, c'est donc le texte de loi que je vous ai mis ici sur la diapo, que je ne vais pas lire, mais qui contient en substance l'idée qu'il est possible de proposer pour toute personne, et même qu'il faut pour toute personne proposer, alors dans le cadre si la personne est dans une situation où, parce qu'elle a une pathologie, ou bien parce qu'elle va être soumise à un traitement qui peut présenter un risque pour sa stérilité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être absolument certain qu'il va y avoir stérilité, mais à partir du moment où il y a même un risque, il y a la nécessité de donner une information claire sur les risques de cette potentielle infertilité ultérieure et sur les possibilités de conservation des gamètes ou de tissus éventuellement. Alors, on a cette loi qui est là depuis un certain temps. Pour autant, la possibilité de conservation de gamètes pour les personnes trans, dans les faits, n'a été posée, en fait, permise qu'à partir des... Enfin, permise non, parce qu'elle n'a jamais été interdite, en fait. Mais dans la pratique, ça n'a commencé que dans les années 2018.
Alors, il faut, pour vous donner, mais très brièvement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un certain nombre de débats ont eu lieu. Des personnes ont saisi l'ordre des médecins, l'Agence de la biomédecine, qui sont des instances françaises, qui ont émis des avis défavorables, notamment sous le prétexte que, oui, certes, on peut préserver, mais il n'y aura pas de possibilité d'utilisation, et donc, dans ce sens, il n'y a pas de possibilité de faire une préservation. Alors, l'avis a été différent auprès du Défenseur des droits, qui avait donné déjà un avis en 2017 plutôt favorable et a posé des recommandations à l'été 2020. Et donc, ça a quand même été cet avis de 2017 qui a permis à certains centres, dont celui de Jean Verdier où j'exerce, de pouvoir commencer et de pouvoir réaliser les premières conservations pour les personnes trans. Donc, pour vous donner une petite idée, là, je vous ai présenté un petit peu le paysage de la préservation de fertilité en France. Donc, on a globalement les raisons somatiques liées à des pathologies ou à des éléments qui arrivent, et on a les situations de traitement à risque stérilisant, où il peut y avoir notamment les situations de cancer, la radiothérapie, la chimiothérapie présentent un risque, ou les situations de transidentité dans la mesure où il y a la mise en place d'un traitement médical d'affirmation de genre. Il y a une petite nouveauté, mais c'est la petite parenthèse, la possibilité de pouvoir préserver sa fertilité uniquement sur des critères d'âge, et ça c'est depuis l'été dernier que c'est possible avec la nouvelle loi de bioéthique en France. Parce qu'en France, tout ce qui touche aux données du corps humain, à la manipulation du corps humain, est soumis à une loi qui s'appelle la loi de bioéthique, et donc qui est révisée à peu près tous les 7 ans, même si parfois c'est un petit peu plus long. Alors, sur l'organisation de ce que nous, on propose dans nos centres, on propose des consultations d'abord d'information. Alors, d'abord avec un consultant médecin biologiste, puis, on propose une consultation avec un psychologue. Le médecin biologiste va présenter ce qui est possible en termes de conservation, mais également va aborder un peu l'après sur les dimensions d'utilisation et aussi les différentes techniques possibles de PMA pour une personne, en essayant d'adapter le plus possible à la situation de la personne, mais en étant assez ouvert sur les différents champs d'options. La consultation avec le psychologue a l'idée de pouvoir reprendre des informations qui ont été données lors de la consultation médicale et de percevoir un petit peu ce qu'il en est de la compréhension, des représentations, des questions qui peuvent être présentes pour la personne et possiblement aussi des adaptations, si besoin, pour le parcours de soins. À la suite de ça, la personne réfléchit. Il y a une discussion également aussi entre nous au sein de l'équipe vis-à-vis de ce qui peut être préférable de proposer ou non, de préférer ou non, même si bien sûr c'est la personne qui choisira la technique qu'elle souhaite par la suite. On peut proposer d'autres rendez-vous d'information et puis ensuite on peut réaliser la technique de conservation. Ici, je vais vous présenter les chiffres qu'on a pu obtenir suite à un travail qu'on a fait global avec différents centres nationaux des CECOS. Alors, qui nous donne donc du coup sur environ 500 personnes qui ont été retenues, on perçoit que a été reçu un peu plus de femmes trans que d'hommes trans, avec quand même, pour vous donner une petite idée, donc on a quand même reçu des personnes mineures, mais qui représentaient un pourcentage moins important. Sur plus spécifiquement les personnes transféminines, ce qui est assez intéressant, c'est de percevoir que, alors certes, on en a vu, enfin, il y a beaucoup moins de personnes qui ont été reçues que les majeurs, mais si on regarde en termes de pourcentage sur la proportion de personnes qui souhaitaient plutôt réaliser une préservation de fertilité lorsqu'ils arrivent en consultation d'information, on est sur un pourcentage proche des personnes adultes. Et quant au pourcentage de personnes qui ont réellement réalisé une conservation, on est également dans un pourcentage assez proche que la population adulte. Ce qui peut aussi être assez intéressant, c'est de percevoir qu'il y a des personnes qui ont tout de même réalisé une préservation de fertilité parmi les majeurs, alors qu'initialement, lorsqu'ils arrivaient en consultation d'information, a priori, ils ne souhaitaient plutôt pas procéder à ce type de conservation, enfin de technique. Pour les personnes transmasculines, alors c'est un peu différent. Alors, en termes de ce qui peut être possible aussi sur le plan des techniques, hein, je pourrais revenir plus globalement lors de la discussion, mais en tout cas, dans le cadre des personnes transmasculines, pour les conservations d'ovocytes, nous, on a deux techniques qui sont possibles. La possibilité de conserver des ovocytes qui vont être matures, c'est-à-dire où il va y avoir la nécessité de cette stimulation hormonale, c'est-à-dire qu'on va introduire
un traitement hormonal pour augmenter la maturation des ovocytes et pouvoir les préserver déjà matures. Et il y a une autre possibilité de conservation d'ovocytes en allant fonctionner des ovocytes qui sont immatures, c'est-à-dire sans avoir eu à réaliser une stimulation hormonale et qu'on va tenter de faire maturer in vitro. Le problème, c'est qu'en termes de qualité ovocytaire par la suite, il apparaît que la technique de la maturation in vitro des ovocytes est un peu moins efficace que lorsqu'on le fait avec on va préserver des ovocytes déjà matures. Il y a également la possibilité de conserver du tissu ovarien. Alors, sur les personnes qu'on a rencontrées, là, on perçoit que, donc il y a à nouveau moins de mineurs que de personnes adultes, mais surtout le nombre, même en termes de pourcentage de personnes mineures, d'adolescents, adolescentes qui souhaitent, enfin d'adolescents plutôt qui souhaitaient pouvoir réaliser une préservation de fertilité, on est sur un pourcentage bien plus faible. Et puis, il y a seulement la moitié l'ont effectivement réalisé. Alors, ça ne signifie pas qu'ils ne le feront pas, mais qu'ils le feront peut-être plus tard. Mais en tout cas, au moment de la publication, ils ne l'avaient pas réalisé. Alors, je voulais vous présenter quelques vignettes illustratives des rencontres que nous avons pu avoir, donc là plus spécifiquement sur notre centre à l'hôpital de Jean Verdier. Donc, c'est des petites vignettes illustratives que j'ai constituées de situations composites, hein, donc ce ne sont pas des vraies personnes. J'ai reconstitué en fait des situations pour vous illustrer un petit peu des questionnements en fait face auxquels on peut être confronté lors de ces consultations d'information. Donc, la situation de Anna, qui a 15 ans, qui envisage de bientôt débuter une hormonothérapie féminisante et qui a comme représentation, me dit-elle, on est un petit bout de chacun de ses parents et je veux pouvoir transmettre ce petit bout de moi que j'ai reçu de mes parents. Perçoit qu'il y a plutôt l'idée, en effet, de pouvoir réaliser une conservation. Cependant, lors de la consultation, Anna me demande, mais en fait, c'est quoi la masturbation? Puisque dans le cadre d'une conservation de spermatozoïdes, ce qui est nécessaire, c'est un recueil par masturbation. Or, Anna n'avait pas, ou en tout cas, elle m'adresse cette question de savoir qu'est-ce que la masturbation. Nous avons donc un échange autour de ces questions et des questions qu'elle peut m'adresser, telles que notamment, mais est-ce que ça fait mal? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Et donc, il a été question là de pouvoir appréhender la question de la masturbation au travers d'autres représentations qu'on peut avoir comme étant très stéréotypées masculins sur la masturbation, mais qui étaient davantage neutres, de façon à ce que moi, dans l'accompagnement de Anna autour de ces questions, je n'impose pas mes propres représentations de la masturbation comme quelque chose de spécifiquement masculin qui aurait peut-être été un peu plus compliqué. À la suite de ce rendez-vous, 6 mois plus tard, je rencontre à nouveau Anna qui me dit qu'en fait, pour elle, le recueil est tout à fait réalisable, qu'elle a pu explorer par elle-même cette dimension-là, d'appréhender cette partie-là de son corps et qu'elle se sent en capacité de pouvoir réaliser le recueil. Et il s'est avéré que la conservation de gamètes s'est en effet bien déroulée pour Anna. Alors, une autre situation de Marc qui a 14 ans, qui a un traitement hormonal qui est prévu, mais qui n'est pas encore commencé et qui précise avoir un désir de préserver avec l'option qui a le plus de chances d'avoir un enfant, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, la ponction ovocytaire avec stimulation. Dans le cadre du parcours de soins, a pu être conservé 7 ovocytes matures. Alors, ce qu'on sait des chiffres un petit peu, alors du coup, moi je ne suis pas médecin, mais de ce que j'entends et de ce que j'en comprends, enfin, de ce qui m'est transmis, c'est que pour espérer statistiquement obtenir une grossesse en termes d'une utilisation par une technique de PMA, il faut compter environ 15 ovocytes matures, 15 et 20, enfin en tout cas c'est un peu cette idée-là. Donc cet ovocyte mature, ça n'est pas du tout nul, mais on n'est pas dans quelque chose de confortable. Donc Marc l'a tout à fait bien compris. Néanmoins, Marc précise qu'il désire arrêter dans le sens où il dit « j'ai fait ce que j'avais à faire, je ne veux pas en faire plus ». Concernant le vécu, il peut évoquer que ça n'est pas très agréable, mais qu'il se dit satisfait d'avoir pu réaliser cette conservation et il a ainsi pu commencer son traitement hormonal. Alors, je crois que je dépasse un petit peu sur le temps, donc je vais peut-être passer
Sur la question de la préservation de fertilité, comment l'envisager avant la mise en place d'un traitement bloqueur, puisqu'on sait que là, on se situe auprès de jeunes qui vont être autour du stade Tanner 2, et donc globalement de jeunes qui vont avoir entre 10 et 12 ans. Et là, la difficulté est précisément la dimension du temps qui est vraiment beaucoup plus restreint. C'est-à-dire déjà parvenir à savoir exactement à quel stade on est pour ensuite envisager les bloqueurs. Souvent, la fenêtre est très courte. Et donc, du coup, introduire la question de la préservation de fertilité, c'est vraiment peu simple de pouvoir aussi appréhender la dimension d'un temps de réflexion. Néanmoins, il est parfois possible d'envisager de tenter un recueil par masturbation sur en tout début de puberté et avant du coup la mise en place de bloqueurs, mais c'est extrêmement compliqué. Il y a une grande variabilité interindividuelle de pouvoir aborder la question de la masturbation avec les enfants. Il y a une question de maturité également psychique, psycho-affective. Euh, donc, bon, c'est assez délicat. En tout cas, lorsqu'on reçoit ces jeunes autour de ces âges-là, on prend vraiment le temps. On essaye surtout de prendre le temps également avec les parents. Ce qui est aussi quelque chose d'assez important, c'est d'essayer en tout cas, ce qu'on fait, c'est de bien préciser que la porte est toujours ouverte, c'est-à-dire qu'il y a toujours des possibilités en fait de pouvoir proposer des choses en termes de PMA, plus ou moins possible en fonction du cadre législatif dans lequel on est, mais il y a toujours un peu des options et on essaye simplement de pouvoir discuter ce qui peut être possible ou non. Donc voilà, après on essaye de mettre les jeunes à l'aise. On peut par exemple leur proposer de voir quelle est la salle de recueil dans le service pour qu'ils puissent être un peu plus à l'aise. Et là, j'ai voulu présenter, mais très brièvement, la situation de Léana, qui a 11 ans, qui va envisager, enfin, qui va bientôt avoir des traitements bloqueurs, qui a par ailleurs associé un autisme léger et un déficit de l'attention avec hyperactivité, donc qui nécessite là, lors de la consultation d'information, un ajustement, alors à la fois sur son âge, mais aussi sur les spécificités neurodéveloppementales qui sont associées. Et là, ce qui se passe en consultation avec Léana, c'est que elle n'en est pas du tout là. Voilà, ça n'est pas du tout sa question. Donc, on ne force pas du tout dans le cadre de ces consultations d'information. On part de là où en est l'enfant et on va seulement jusque là où est prêt l'enfant d'entendre ce qu'on peut lui proposer. Par contre, on prend un temps aussi avec les parents pour pouvoir aussi appréhender un peu leurs questions, leurs questionnements, éventuellement leurs angoisses aussi qui peuvent être liées à cette question de la fertilité, infertilité liée à la mise en place la mise en place du traitement hormonal. Pardon. Voilà, juste pour vous donner, il y a un petit outil, un petit flyer qu'on a mis en place en fait dans le cadre de la collaboration avec les associations partenaires avec qui on travaille. Donc cet outil est disponible sur le site de la Fédération des SECOS, voilà, en version un peu plus grande. Et puis, pour conclure simplement des grands axes, l'idée est d'essayer dans la mesure du possible d'aborder ces questions tôt dans le parcours, mais c'est quand même un peu difficile parce que tôt, parfois, c'est trop tôt. Donc, ce qui est important, en tout cas pour nous, de notre côté, on essaye de pouvoir bien ouvrir la porte et dire qu'il est possible de reprendre ces questions plus tard, qu'on donne des informations qui sont possibles de transmettre déjà à l'instant T, et puis on pourra les poursuivre plus tard dans le temps. On essaye voilà, d'être dans le cadre d'une information, bien entendu, libre et éclairée, à faire part de logique de la reproduction, et on essaye aussi de bien s'assurer du niveau de compréhension des personnes en fonction de leur âge, de bien respecter la temporalité de l'âge et de la parcours de transition. Là, on sait qu'il y a bien entendu une grande différence interindividuelle et d'être dans un accompagnement individualisé qui dépend beaucoup de là où en est la personne dans son parcours de transition, mais également de la médiatisation de la relation entre les parents et le jeune autour de ces questions et de l'ajustement nécessaire. Enfin, c'est important de le préciser, mais ce n'est pas toujours simple à, à mettre en place, mais il faut tenter de s'ajuster également au regard de la présence des troubles co-occurrents. Voilà, je vous remercie.